Un, deux, deux.
Hello, are you hearing me?
Bonjour tout le monde et bienvenue à la Maison du développement durable dans le cadre de la Journée mondiale des abeilles. On est très heureux d'avoir plein d'activités aujourd'hui, dont une conférence avec la biologiste Marianne Viaud de chez Miel Montréal. Donc, Marianne, j'aimerais t'inviter à monter sur scène avec moi le temps que je te présente. Donc, de ce que j'ai lu, tu as quand même un gros bagage très diversifié aussi. De fil en aiguille, tu t'es retrouvée donc animatrice scientifique, apicultrice même éventuellement. Tu as fondé 2 ruchers collectifs. Tu es en maîtrise en biologie à l'Institut de recherche en biologie végétale, chargée de cours Cégep de Victoriaville. T'arrêtes pas, hein? Comme une petite abeille. C'est vraiment ça. Donc, bienvenue parmi nous aujourd'hui. Donc, cet événement est rendu possible par Hydro-Québec, qui est le partenaire principal de notre programmation, et la Ville de Montréal. Et un grand merci à toi, Marianne, et à Miel Montréal d'avoir permis cette conférence aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous laisse au bon soin de Marianne. Bonne conférence. Bonjour tout le monde, on m'entend bien? Ouais, merci beaucoup pour la présentation, Maude. C'est très gentil. Je suis très contente d'être à la Maison du développement durable en vrai. Je me souviens plus c'est quand la dernière fois que j'ai fait une conférence en vrai, sincèrement. Donc, c'est vraiment plaisant de le faire en mode hybride, hein, parce que ça reste la réalité actuelle. Mais merci aux personnes qui ont voulu se déplacer jusqu'ici. Et merci aux personnes qui sont sur Zoom, bien entendu. Je pense qu'ils sont ici. Allô, les gens. Voilà, l'apiculture urbaine, est-ce une bonne idée? Je crois que c'est une bonne réflexion à avoir en cette journée mondiale des abeilles. Donc, j'espère qu'à travers cette présentation, on va pouvoir réfléchir tout le monde ensemble à qu'est-ce que ça veut dire concrètement sauver les abeilles et comment on peut vraiment le faire. Puis, est-ce que l'apiculture urbaine est nécessairement une solution à celle-ci? Donc, premièrement, je vais présenter un peu la coopérative de Miel Montréal pour ceux et celles qui ne la connaissent pas vraiment. L'abeille à miel, on va juste se remettre un peu tout le monde sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que ça veut dire, une abeille à miel? Et les autres pollinisateurs dans tout ça. Puis, bon, le déclin des abeilles, à chaque printemps, sincèrement, je dirais depuis facilement 10 ans, on remet dans les médias le fait que les abeilles ne vont pas très bien. Hein? Donc, on va mettre ça à l'ordre du jour. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans ce déclin-là? Et le rôle de l'apiculture urbaine et les solutions concrètes associées au déclin. Donc, on m'a déjà bien présenté, puis là, je clique mal sur la petite manette. Donc, l'équipe de Miel Montréal, on est quasiment entièrement féminin, comme dans une ruche. Hein, je dirais environ 80% de notre équipe, comme les ouvrières dans une colonie, est très féminine. Donc, une grande partie, toute la coordination de Miel Montréal sont des femmes. Et moi, je suis leur biologiste de référence. Très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, Miel Montréal, la main levée, qui connaissait déjà? OK, c'est bon. La moitié de la salle, peut-être plus sur Zoom, on ne sait pas. Donc, Miel Montréal, on est une coopérative de solidarité à but non lucratif. Hein, il n'y en a pas beaucoup. Donc, notre but, c'est vraiment rassembler avec nos membres. À la base, en fait, on voulait rassembler les apiculteurs et apicultrices de Montréal. Puis, là, vous allez voir au fur et à mesure de la présentation, on s'est posé quelques questions et on a ouvert notre mission à plus éduquer sur toute la biodiversité en général, beaucoup sur les pollinisateurs et utiliser l'abeille à miel et les ruches comme outil d'éducation pour faire le lien avec tout le reste de la biodiversité. Donc, on continue à faire des formations pour faire la promotion d'apiculture responsable et durable, mais on fait aussi de plus en plus des jardins pour les pollinisateurs. Voilà. Donc, notre vision, vraiment, c'est de devenir un acteur incontournable, puis pas juste à Montréal, on veut s'agrandir à travers le Québec pour que ça soit de plus en plus facile de créer des habitats sains pour les pollinisateurs et la biodiversité et aussi, bon, pour la santé de l'humanité en général. Ça va ensemble. Donc, notre but vraiment, c'est d'avoir des assises qui sont scientifiques. Hein, on essaie d'être le plus dans les faits qui sont à jour et donc de partager cette expertise-là, de faire beaucoup d'éducation, de vulgarisation associée à tout et de façon dans un esprit communautaire, de concertation, de collectivité et de professionnalisme. Donc, c'est ça. Comme je viens de dire, on est né il y a environ 10 ans de cela, hein, et à la base, vraiment, on rassemblait les apiculteurs et apicultrices de Montréal, mais ça ne nous a pas empêché de commencer à faire des jardins urbains dès 2015. Par contre, c'est ça. À ce moment-là, on a commencé à se poser beaucoup de questions sur le rôle de l'apiculture urbaine en ville. Et c'est pourquoi on a créé la charte
sur l'apiculture urbaine qui, en fait, démontre pourquoi et comment, selon nous, une apiculture urbaine devrait être durable à Montréal, mais aussi ailleurs, dans les villes. Comment on fait de la bonne apiculture urbaine. Bonjour, bienvenue parmi nous. Donc, par la suite, on a commencé vraiment à plus développer ce volet horticole et aujourd'hui, maintenant, c'est de plus en plus ce volet-là qui va dominer la coopérative et le volet apicole est vraiment plus pour faire un lien avec les jardins et de la sensibilisation. Donc, la fameuse abeille à miel. Parmi vous, où est l'abeille à miel? Où est l'abeille domestique dans ces trois illustrations? Ceux qui pensent que c'est celle complètement à gauche ici, on lève la main. Ouais, excusez, à votre droite, oui. Oh mon Dieu, hein, ça paraît que je ne suis plus capable de faire ça en présence. Moi, visuellement, devant mon écran, c'est vraiment plus simple. Oui, à droite, au centre et complètement à gauche. Bon, il y a quand même une bonne longueur d'onde pour la plupart des gens. Donc, l'abeille domestique, hein, c'est elle qu'on retrouve dans les ruches. Apis mellifera, c'est l'abeille domestique, l'abeille à miel occidentale. Ensuite, au centre, ça reste une abeille. Hein, le bourdon, toutes les espèces de bourdons sont des abeilles. En fait, ce sont même des abeilles indigènes d'ici. Elles viennent d'ici. C'est pour ça qu'elles ont plus de poils. C'est comme un peu leur petit manteau de fourrure qui fait en sorte qu'elles survivent mieux dans notre climat nordique. On a une vingtaine d'espèces de bourdons au Québec. Et finalement, on a la guêpe commune. Je pense que vous l'avez toutes déjà vue dans votre vie. Mais il y a encore beaucoup de gens qui se mélangent entre les guêpes et les abeilles. Les guêpes sont très présentes dans notre environnement et ils ont un rôle à jouer dans notre écosystème. Par exemple, ils ont une plus grande attitude. C'est normal parce qu'elles sont des prédatrices. Donc, elles sont habituées d'attaquer des insectes dans la vie. Donc, si on est dans son chemin, elle va nous attaquer comme si elle attaquait un insecte. Il faut le voir ainsi, alors que l'abeille à miel, elle est végétarienne. Hein? Elle ne mange que dans les fleurs, donc elle est plus une proie qu'une prédatrice. Et donc, elle va se défendre lorsqu'elle se sent menacée et non attaquée. C'est un comportement qui est différent. Donc, justement, la fameuse abeille domestique, contrairement au bourdon que je viens de mentionner, n'est pas indigène du Québec. Elle ne vient pas d'ici. Elle est venue avec la colonisation européenne. C'est depuis ce temps-là qu'on a des ruches en Amérique. Avant, il n'y avait aucune abeille à miel en Amérique. On a plein d'abeilles indigènes, mais ce ne sont pas des grosses colonies qu'on retrouve dans les ruches, comme l'abeille domestique. Alors, celle-ci, on la domestique depuis vraiment longtemps. Hein? Donc, elle vient à la base, vraiment de l'Asie, mais celle qu'on utilise, nous, ici, c'est celle qui est européenne. Et en fait, c'est ça. Donc, depuis l'Égypte ancienne, on fait la domestication de l'abeille à miel. Donc, ça fait longtemps que cette relation est importante entre l'être humain et les abeilles. Puis bon, pourquoi elle est aussi importante? C'est simplement parce elle produit du miel et on aime beaucoup ça. Donc, c'est un lien qui s'est fait à travers le temps. Mais il y a d'autres espèces d'abeilles à miel qu'on n'a pas réussi à domestiquer. Donc, je pense que c'est la prochaine présentation. Oui, donc, en fait, l'abeille domestique occidentale, elle est rendue partout dans le monde parce qu'on l'aime tellement, l'être humain, qu'on l'a amené partout avec nous. Donc, tout ce que vous voyez en rouge, c'est là qu'on retrouve l'abeille domestique occidentale. Donc, les seules places qu'on ne la retrouve pas, c'est dans le pôle Nord, le pôle Sud et le Sahara. Les autres zones de couleur que vous voyez à l'écran, en fait, ce sont d'autres abeilles à miel. Donc, il y a une autre abeille qui est domestiquée, qui est l'abeille domestique asiatique. Donc, c'est de là que viennent toutes les abeilles à miel et après ça, elles se sont dispersées un peu plus. Et donc, encore en turquoise, aujourd'hui, cette abeille-là est beaucoup domestiquée en Asie. Hein, c'est assez logique en soi. Et les 7 autres espèces d'abeilles à miel, en fait, on ne les a pas domestiquées pour plusieurs raisons. Il y en a une qui est géante. Hein, donc, il faudrait avoir des immenses ruches pour pouvoir l'élever. Il y en a d'autres qui sont naines, donc qui font beaucoup moins de miel, donc on les trouve moins intéressantes. Puis sinon, la plupart sont endémiques à des endroits très, profonds dans la forêt tropicale. Hein. Donc, ils sont dans des petites îles en Indonésie, à Bornéo, à des endroits comme ça. Donc, si vous êtes des amateurs des documentaires de la BBC comme moi, vous avez déjà vu des documentaires où on voit des êtres humains monter très, très haut dans la canopée pour aller chercher du miel, puis que c'est super dangereux parce qu'ils risquent de se faire piquer, etc. Bien, c'est ces abeilles-là. Donc, voilà, le mystère résolu sur les abeilles à miel. J'espère que vous êtes toutes rendues sur la même longueur d'onde que moi.
Donc, toutes les abeilles, qu'importe l'espèce, elles se développent un peu comme un papillon, mais version alvéole, au lieu d'être dans un cocon. Donc, la reine, qui est la mère de toute la colonie, elle pond de 1000 à 2000 œufs par jour. Et donc, chaque œuf est à ce stade-là pendant 3 jours. Puis, par la suite, il se développe en plus grosses larves. Et à ce moment-là, une fois qu'il est prêt à se transformer, à devenir une nymphe, il va dégager des phéromones. Et donc, c'est comme leur manière qu'ils communiquent, les abeilles. Donc, ils parlent avec des petits parfums au lieu de parler avec des mots. Et donc, à ce moment-là, les abeilles vont couvrir de cire l'alvéole comme un petit cocon. Et ainsi, l'abeille va pouvoir se transformer jusqu'à temps de devenir une abeille adulte. Lorsqu'elle est prête à sortir, elle va utiliser ses petites mandibules qui sont comme des pinces pour gruger la cire et sortir. Et ça fait 10 ans que je fais de l'apiculture urbaine et sincèrement, à chaque fois que je vois une abeille naître dans un corps devant moi, je suis émue presque aux larmes. C'est vraiment beau à voir. Oh, palais, pourquoi tu ne fonctionnes plus? Salut. Bon, ils veulent qu'on continue dans le cycle de vie des abeilles pour toujours. Y a-t-il plus de batterie? Ça se peut-tu? OK. Donc, il existe dans une ruche, il y a 3 castes d'abeilles différentes. Hein? Donc, il y a la fameuse reine que je vais parler. Une seule reine par colonie. Donc, la maman de tout le monde, comme j'ai dit. Le 3/4 de la colonie, comme je l'ai dit au début, c'est l'ouvrière. Donc, celle que vous voyez butiner dans les fleurs. Et finalement, disons entre 20 et 15 de la colonie, tout dépendant où on est rendu dans l'année, ce sont des faux-bourdons. C'est les mâles de la colonie. Et leur seule destinée dans la vie, c'est de trouver des princesses qui vont devenir des futures reines et s'accoupler avec elles une fois dans leur vie. Elles ne sont pas capables de se nourrir par eux-mêmes, ne sont pas capables d'aller chercher du miel, du pollen, quoi que ce soit. Donc, ils se font nourrir constamment et voilà. Donc, leur but vraiment, c'est simplement de faire la prolifération des colonies en s'accouplant avec des princesses. Et ils n'ont pas d'or, hein? Donc c'est le seul que vous pouvez flatter comme vous voulez. Ils ne sont pas du tout menaçants. Là, je vais réessayer, mais non, vraiment, là, je suis désolée, il va falloir peut-être... Donc, mais l'ouvrière, ce n'est pas tout, hein? Donc, une ouvrière, dans sa vie, elle va vivre 6 semaines durant l'été, mais c'est tout un 6 semaines. C'est comme si elle avait 7 adolescences différentes. Donc, elle va vivre plusieurs pubertés. Et dans celle-ci, je ne sais pas... Ah oui, là, le micro fonctionne. OK, il faut vraiment que je me mette proche. Et dans celle-ci, donc, elle va avoir des rôles différents à chaque puberté. Donc, lorsqu'elle naît, une abeille, elle est complètement aveugle. Parce que dans une ruche, il fait complètement noir, donc ce n'est pas très grave dans ce temps-là. Puis, la raison pourquoi elle est aveugle, c'est que ses glandes alimentaires dans ses yeux prennent toute la place pour la prochaine étape, qui est le deuxième rôle, qui est être nourrice. Donc, pendant ce temps-là, les 3 à 5 premiers jours de sa vie, elle se promène grâce à ses antennes qui permettent vraiment de bien se déplacer dans la colonie sans voir quoi que ce soit. Et elle ne fait que nettoyer ce qui a l'air d'être sur son chemin. Donc, elle va nettoyer toutes les alvéoles, tout ce qui a l'air de traîner. C'est elle qui va tout gruger, s'assurer que tout est constamment propre. Par la suite, elle devient nourrice. Donc, à environ 5 jours, c'est dans les plus jeunes abeilles de la colonie, mais elles ont un des rôles les plus importants qui soit, qui est de nourrir le couvain, nourrir la reine, nourrir tout le monde, dans le fond. Donc, sans elle, la colonie meurt, ça, c'est certain. Et en plus d'avoir ce rôle de nourrice, c'est elle qui crée la fameuse gelée royale, parce que la reine ne mange que de la gelée royale. Elle ne mange ni miel, ni pollen. Donc, c'est grâce à cette gelée royale qu'elle est fertile et qu'elle pond des œufs. Et donc, pour devenir une reine, il faut que l'œuf qui va être sélectionné soit nourri avec la gelée royale pour se transformer en reine. Et donc, c'est les nourrices qui décident si elles veulent renverser la monarchie et créer de nouvelles princesses. Donc, c'est ça qui est intéressant avec les ruches, c'est que oui, c'est très hiérarchique, mais la base a beaucoup de pouvoir. Donc, il y a beaucoup de régimes communistes qui s'inspirent aussi des abeilles à cause de ça. Voilà, fait intéressant. Ensuite, tranquillement, ces glandes alimentaires vont se résorber. Et là, c'est des nouvelles glandes, les glandes ciliaires qui vont se développer. Donc, c'est un peu comme, moi, je dis, c'est le 8-pack de l'abeille. 8 glandes un peu à la place qu'on aurait des abdominaux sur son abdomen. Et ça fait des minces feuilles de cire qui permet, par exemple, à Evelyne de faire ses beaux emballages.
Donc, la cire, c'est impressionnant. Donc, c'est comme nous, si on sue de la sueur, hein, eux, ils suent des feuilles de cire et ils font ça grâce à la quantité de miel qu'ils vont manger. Donc, pour 1 gramme de cire, il faut qu'elle mange 10 grammes de miel. Donc, c'est 10 fois plus de miel pour la quantité de cire. Et donc, en faisant ces petites feuilles de cire, elles vont ensuite faire la chaîne cirière. Donc, elles vont toutes se prendre par les pattes et se donner les petites boules de cire pour faire une à une les alvéoles. Ensuite, elles deviennent magasinières. Donc là, elles commencent à voir, elles se dirigent vers l'entrée de la colonie et elles vont aller accueillir le butin des butineuses pour prendre donc le pollen et le nectar qui a été récolté. Et c'est grâce à elles qu'on a du miel. Donc, je vais expliquer dans pas très longtemps comment le miel se crée. Finalement, ensuite, on a les ventileuses. Donc, elles voient très, très bien. Elles se mettent à l'entrée de la ruche. Elles battent fort, fort des ailes. Ah, oui, on dirait que ça marche moins bien, hein, le micro, tout à coup. La, 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 la. OK, parfait. C'est ça qui compte. Donc, je peux parler plus fort aussi, hein, si on ne m'entend pas. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, bref, elles battent vraiment vite des ailes pour faire un peu comme un air climatisé naturel. Et c'est ainsi qu'on a la circulation dans la colonie et c'est elles aussi qui vont battre des ailes au-dessus, des alvéoles, pour en fait enlever le surplus d'humidité du miel et ainsi avoir l'humidité parfaite. Le miel, quand on le récolte, est toujours entre 16 et 18 % d'humidité grâce au travail des abeilles. Et ensuite, elles vont être gardiennes. Donc là, elles sont complètement, elles voient très, très bien. Elles sont à l'entrée de la ruche. Et elles commencent à être vieilles. Alors, elles ont emmagasiné beaucoup de venin dans leur corps, prêts à se défendre si un individu ose rentrer dans la ruche qui est étranger. Et finalement, le dernier rôle, et non le moindre, c'est être butineuse. Donc, toutes les abeilles que vous voyez voler dans les champs, ce sont des vieilles abeilles qu'il leur reste 1 semaine à vivre maximum. Et c'est ainsi que les abeilles meurent. En fait, c'est d'épuisement. À force d'aller et revenir dans les fleurs, elles vont mourir fatiguées dans l'une d'entre elles. Et donc, c'est un des impacts de justement quand on a une perte de biodiversité, une perte de fleurs, bien, ça leur prend de plus en plus de longues distances pour aller chercher le butin en question. Et donc, plus qu'elles volent longtemps, plus elles sont fatiguées rapidement, moins l'espérance de vie des abeilles est grande. C'est interrelié. Ça ne fonctionne pas. Je suis désolée pour ça. Là, je sais pas. Ah, bon. Donc, les magasinières, justement, comment elles font le miel? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le miel, c'est un mix entre, si vous voulez, un French kiss puis du vomi. Hein? Enfin, c'est délicieux. Oh, on change de manette. Super. Donc, les abeilles ont la capacité d'avoir un jabot à la place de l'estomac. La différence entre un jabot et un estomac, c'est qu'ils sont capables de facilement régurgiter. Les oiseaux ont la même chose. Hein? C'est comme ça qu'ils nourrissent leurs jeunes. Donc, les abeilles l'utilisent pour nourrir aussi leurs jeunes, mais aussi pour faire le miel. Parce que les butineuses arrivent, le jabot plein de nectar. Dans la colonie, là, les magasinières vont le prendre par la langue. Et donc, le terme scientifique, ça s'appelle la trophalaxie, mais c'est vraiment ce que je viens de vous dire. Là. Donc, elle régurgite le nectar et le passe à la langue de l'autre ouvrière qui va le prendre dans son jabot et le donner à une autre abeille. Et à une autre abeille, et une autre abeille, une autre abeille, une autre abeille. Ça se fait des centaines de fois. Et c'est ce va-et-vient dans le système digestif de l'abeille qui est composé de plein d'enzymes chimiques. Hein? C'est comme des petits ciseaux chimiques qui tranquillement vont découper les sucres et les transformer en quelque chose de beaucoup plus visqueux et épais, le fameux miel. Donc, environ à la 100e abeille, elle va faire « Ouh, ça commence à goûter comme du miel, ce que j'ai dans ma bouche. » Donc, elle va aller le déposer dans une alvéole. C'est une fois que l'alvéole est pleine que là, les ventileuses vont faire leur travail de sortir le reste de l'humidité. Et après ça, lorsqu'elles sont satisfaites, les charpentières vont venir faire leur tour et mettre une mince couche de cire par-dessus. C'est ce qu'on appelle le miel operculé. Et nous, les apiculteurs et apicultrices, c'est là qu'on entre en scène. Donc, on ouvre la ruche, on voit un beau cadre de miel tout operculé. Donc, on sait qu'il est prêt et on fait simplement le récolter, enlever la cire avec une fourchette, le mettre dans une grande centrifugeuse qu'on fait tourner vraiment vite et on ouvre le robinet et voilà, on a du miel.
Donc, c'est ainsi que se passe le travail de miel pour les abeilles. Et c'est un travail, en fait, de longue haleine. Un pot classique de miel, un 500 grammes, c'est plus de 8 millions de fleurs. Une butineuse, elle ne va pas retourner dans la ruche tant que son jabot n'est pas plein de nectar. Et pour ce faire, elle doit aller entre 800 et 1500 fleurs pour ce faire. La fleur standard, c'est le trèfle. D'ailleurs, le trèfle, il en faudrait encore beaucoup plus partout. C'est vraiment une fleur très riche en nectar, mais c'est comme la quantité moyenne. Il y a des fleurs qui en font beaucoup plus et d'autres qui en font beaucoup moins. Et donc, mais même pour les fleurs de trèfle, il y a une variation. Pourquoi? C'est beaucoup relié aussi à la température et aux précipitations surtout. Parce que les fleurs, ils ont une limite à la quantité d'eau qu'elles peuvent créer par elles-mêmes. Elles ont besoin d'aide de la pluie pour créer l'eau sucrée. Donc, lorsqu'on a des grosses canicules, et elles sont arrivées assez tôt cette année, ça fait des sécheresses pour les fleurs et donc aussi des sécheresses en termes de nectar. Et donc, les fleurs ont ouvert rapidement, mais il y avait très peu de nectar dans l'intérieur de celles-ci rapidement. Donc, les abeilles qui viennent juste de sortir de leur torpeur, qui ont vraiment hâte de se nourrir, ont eu de la difficulté très tôt cette année. Et donc, il y a très peu d'études en ce moment qui se demandent justement, oui, les ruches en ville, est-ce qu'il y a assez de fleurs, justement? Et la seule étude qu'il y a eu, c'est à Londres pour essayer d'évaluer c'est combien de fleurs qu'il faut pour une ruche en ville. Et cette étude-là a révélé que pour une ruche, il faudrait 1 hectare de lavande. Et la lavande, c'est vraiment une des fleurs les plus abondantes en hectares, ou 8 hectares de trèfle, que je vous dis qui est la fleur standard. Et malheureusement, on est vraiment loin de ces chiffres à Montréal pour nos nombres de ruches. Mais heureusement, l'abeille est vraiment adaptée pour essayer de capturer le plus de nectar et de pollen possible sur elle. Pourquoi on dit qu'elle est une super pollinisatrice, l'abeille? C'est dû à 2 éléments. Bien, premièrement, elle a une super langue avec même des pattes et des antennes pour sa langue pour pouvoir bien sentir les fleurs et bien prendre le nectar dans chacune d'entre elles. Et finalement, elle est très poilue. Et ce poil-là fait un peu comme du velcro qui fait en sorte que lorsqu'elle va sur une fleur, tout le pollen s'accroche sur elle et permet à elle d'en récolter, mais aussi de disperser le pollen sur les autres fleurs. Et cette relation-là, elle est de très longtemps, là, dans le sens que bien avant qu'on pense même qu'un jour l'humanité existerait, il y a 100 millions d'années, les abeilles sont apparues à l'arrivée des premières fleurs. Donc, on croit finalement que les fleurs sont arrivées vraiment un peu plus tôt, mais ils ont eu bien de la misère à s'émanciper sur Terre jusqu'à l'arrivée des abeilles. Et c'est à l'arrivée des abeilles que là, les fleurs ont pris un peu la dominance dans le monde végétal, parce que là, maintenant, il y avait une alliée de taille, les abeilles, pour bien les disperser à travers le monde. Donc, il y a 100 millions d'années, on a retrouvé des abeilles qui avaient cette date-là dans la résine avec déjà du pollen sur leurs poils. C'est vraiment une grande relation qu'elles ont, les abeilles et les fleurs. Et donc, c'est relié directement avec notre économie. Ce n'est pas pour rien qu'on en parle de manière aussi dramatique. Et c'est que 35% de notre production alimentaire qu'on cote en bourse, là, si vous voulez, qu'on peut calculer en chiffres, est relié à la pollinisation par les abeilles. Et donc, c'est 70% des 124 les cultures les plus importantes dans le monde qui sont interreliées avec ces abeilles-là, parce que là, c'est bien beau de dire que c'est 35%, mais il y a toute la pollinisation indirecte, comme par exemple, lorsqu'on fait de l'élevage de bovins. Si on fait de l'élevage de bovins sur l'herbe, en fait, l'herbe, le foin, c'est de la luzerne. La luzerne a besoin d'être pollinisée par les abeilles pour proliférer. Donc, indirectement, il faut des abeilles pour nourrir les bovins. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut voir toute l'importance économique. 9,5% de la valeur mondiale, c'est ça que ça vaut la pollinisation. C'est beaucoup, c'est presque 10% de la valeur de la production agricole qui est associée à la pollinisation par les abeilles. Puis bon, là, son rôle écologique, il est assez clair, je l'ai déjà dit, super pollinisatrice et on dit même qu'elle est bio-indicatrice. Donc, c'est un peu comme le canari dans la mine. Vu qu'elle est à la base de la chaîne alimentaire avec les fleurs, le fait qu'elle commence à être en déclin, c'est une alarme pour dire « Oh, oh, si une abeille
que nous, on a la chance justement d'avoir un rôle, hein, les apiculteurs et apicultrices, de veiller à leur santé et qu'on se rend compte qu'elles ne vont pas très bien, ça veut dire que les fleurs ne vont pas très bien. Et les fleurs, mais c'est elles qui font la photosynthèse, c'est elles qui font l'oxygène. Donc, tout est relié ensemble. Et donc, c'est vraiment, on espère, un indicateur qu'il faut accélérer les changements écologiques. Ce n'est pas pour rien qu'on a la Maison du développement durable aujourd'hui. Donc, tu sais, ça, c'est une image qui vaut 1000 mots. On l'a vu quand même circuler pas mal dans les réseaux sociaux. Dans une épicerie classique, si on en retire d'un coup tout ce qui est pollinisé directement par les abeilles, ça fait des épiceries vraiment, vraiment plus vides. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire, là, comme la phrase d'Albert Einstein, là, qu'on n'est même pas sûr si c'est lui qui l'a dit, qu'après que les abeilles disparaissent, il nous reste environ 4 ans à vivre. Mon Dieu, tout le monde que je connais arrive en ce moment, là, je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est sûr qu'on va se nourrir vraiment moins diversifié et on va avoir un régime alimentaire pas mal plus déséquilibré. Il va rester les céréales, puis de la viande, puis même celle-là va être bien nourrie. Donc, ce n'est pas super. Donc, c'est vraiment important qu'on fasse attention avec nos pollinisateurs parce que oui, on peut polliniser à la main. Oui, on a même créé maintenant des petits robots qui peuvent remplacer les abeilles, mais ça aussi, ça a un prix. Donc, déjà, notre alimentation est en hausse actuellement et avec le fait de faire travailler des ressources humaines et de la technologie, pour remplacer le travail des abeilles, mais ça va vraiment hausser aussi les aliments, les rendre moins accessibles et aussi, ça rend ça beaucoup moins efficace. On ne peut pas être aussi efficace qu'une abeille qui fait ça naturellement et qui a 100 millions d'années de coévolution pour être la plus performante pollinisatrice qui soit. Donc, juste pour... Oups, il y a eu un petit décalage dans ma présentation, c'est pas grave, mais on va juste faire un petit refresh de nos cours de primaire. C'est quoi exactement la pollinisation? Parce que je dis que c'est important. Donc, la fleur, Donc, comment elle fait le nectar? Donc, c'est vraiment la base du pistil, qui est l'organe femelle de la fleur. Et donc, c'est là qu'elle a ses glandes nectarifères. Donc, au lieu de faire de la sueur, comme nous, elle fait de l'eau sucrée à la base. Et c'est ça qui fait que les fleurs sentent bon. C'est ça. Tu sais, une fleur, on les trouve magnifiques, mais elles ne sont pas magnifiques pour nous. Elles sont magnifiques pour les pollinisateurs. Donc, ses pétales, son odeur, son goût, tout ça est pour attirer nos abeilles. Et donc, lorsque l'abeille, justement, va aller chercher le nectar, elle va s'accrocher sur les étamines, qui sont l'organe mâle de la fleur. Et donc, et c'est là qu'il y a le pollen. Et donc, encore une fois, tout son corps va se recouvrir de pollen lorsqu'elle va aller chercher la petite goutte de nectar au fond de la fleur. Lorsqu'elle va aller à la prochaine fleur, le pollen qui était sur la première va aller se coller sur le stigmate, qui est le bout du pistil, qui est très collant. Donc là, le pollen va se coller sur le stigmate. Et si c'est la même espèce de fleur, ça va faire un match et ça va germer. Donc, le pollen va germer jusqu'au fond du pistil, là où il y a l'ovaire et les ovules. Une fois que tous les ovules sont fécondés, la fleur va faner. Elle va perdre ses pétales et là, l'ovaire va se mettre à gonfler. Et à gonfler jusqu'à temps que devenir une pomme. Dans cet exemple, par exemple, c'était une fleur de pommier. C'est comme ça que je vous fais l'exemple. Donc, quand on tourne une pomme de côté et que ce qu'on voit, le petit reste de petits poilus d'une pomme, c'est ce qui reste des étamines et du pistil de la fleur initialement. Mais là, c'est bien beau, là, je vous ai parlé de l'abeille domestique à fond, la caisse, mais il existe plein d'autres pollinisateurs indigènes vraiment importants. Donc, c'est eux qui sont arrivés, qui ont coévolué depuis des millions d'années avec notre flore locale. Donc, c'est les meilleurs aussi pour la polliniser et la faire proliférer. Donc, les guêpes sont des excellentes pollinisatrices. Moi, mon but, c'est vraiment pas de les diaboliser, juste de faire comprendre leur rôle dans la chaîne alimentaire. Donc, sur le podium, on pourrait dire que la médaille d'or va aux abeilles, la médaille d'argent va aux papillons et la médaille de bronze va aux guêpes. Parce que les guêpes, les adultes se nourrissent que de nectar dans la vraie vie et elles vont chasser des insectes pour leurs larves. Là, pourquoi je dis la vraie vie? C'est que disons que la vraie vie est depuis que l'humanité s'est urbanisée, est un peu moins vrai que ce qu'elles étaient habituées de faire auparavant. Donc, elles ont changé leur comportement selon l'abondance de nourriture actuelle.
Maintenant qu'il y a moins de nectar dans les fleurs, ben, qu'est-ce qu'il y a vraiment d'abondant sur les terrasses? Plein de bières, plein de limonades, plein de boissons gazeuses. Donc, elles vont se nourrir de ça au lieu du nectar. C'est plus facile pour elles, elles sont très opportunistes. Et il y a moins d'insectes, pas de problème. Il y a du steak, des hamburgers, il y a plein de belles grillades autour de moi. C'est ça que je vais prendre pour nourrir mes larves. Donc, oui, on les trouve fatigantes, mais c'est un peu de notre faute. En fait, c'est pas mal de notre faute. Donc, si on veut qu'elles soient moins dans nos jambes, il faut simplement recréer des habitats où elles peuvent retrouver leur comportement normal, tout simplement. Et c'est la même chose pour plein d'abeilles solitaires, plein d'abeilles indigènes et d'autres pollinisateurs qu'on soupçonne moins, comme les mouches, sont des excellents pollinisateurs aussi. Les coléoptères, qui sont dans les premiers insectes qui sont arrivés sur Terre, qui étaient là aux premières fleurs, bien entendu, les papillons. Parce que les abeilles solitaires, en fait, les abeilles indigènes, il y en a 375 espèces au Québec, environ 190 à Montréal. Et la plupart d'entre elles sont solitaires. Donc, elles vivent le temps d'un été. Elles n'ont pas de colonie. Elles naissent au printemps. Elles vont butiner dans les fleurs tout l'été, faire leur petit travail. Et à l'automne, elles rencontrent un partenaire. Elles s'accoupent et elles font leur nid. Donc, la plupart des abeilles solitaires nichent au sol. Donc, ça, c'est quelque chose d'important à comprendre aussi, c'est que malheureusement, soit il y a de moins en moins de sol disponible pour celles-ci où on travaille ce sol et ainsi on détruit leur nid. Donc, ça, c'est un autre changement de mentalité tranquillement on est en train de faire, même en agriculture. Et sinon, elles vont aussi beaucoup se nicher dans des petites branches d'arbres. Donc, ça aussi, c'est important à garder en tête que encore une fois, les branches, les arbres morts ont vraiment une fonction vitale pour la biodiversité, dont les abeilles indigènes. Et donc, la socialité des abeilles est vraiment, c'est un gradient. Donc, au bout complètement, bien entendu, on a l'abeille à miel que je parle depuis tout à l'heure, et on a des abeilles extrêmement solitaires qui parlent à personne d'autre. Mais entre les deux, il y a plein de types de socialités différentes. Il y en a qui vont faire du babysitting entre elles, vont protéger le nid d'une pendant que l'autre va aller chercher la nourriture. Et il y a nos bourdons qui sont nos abeilles sociales à nous, comme je disais tout à l'heure. Donc, ils ont des colonies annuelles, les plus grosses allant jusqu'à 500 individus, versus 100 000 pour les abeilles à miel. Ça vous donne une idée de grandeur. Donc, qu'importe quel pollinisateur on parle, elles ont tous les mêmes besoins. Donc, du nectar, du pollen, de l'eau. On l'oublie souvent, mais comme tous les animaux, ils ont besoin d'eau. Et ce sont des insectes à sang froid, donc ils ont besoin de chaleur, de soleil. Ce sont des insectes volants, donc les bourrasques de vent sont très sensibles à ça. Ils ont besoin de diversité pour s'alimenter comme n'importe quel animal et donc de se sentir protégés en sécurité dans leurs habitats et ainsi éviter la compétition. Donc, après tout ce grand préambule, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec nos abeilles? Hein? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on en parle encore beaucoup en ce moment dans l'actualité, mais ces articles-là que je vous montre à l'écran, ils datent de 2012. Hein? Donc, ça fait un long moment qu'on parle de manière catastrophique dans les médias que ça ne va pas bien. Mais qu'est-ce qui ne va pas bien exactement? Donc, c'est quoi les causes de nos petites abeilles? Donc, il y en a plusieurs. C'est multifactoriel. Tu sais, ça serait vraiment fun que ça soit juste un problème qu'on puisse régler rapidement. Malheureusement, ce n'est pas ça le cas. Donc, en premier lieu, on a les fameux pesticides systémiques. Donc, ceux qu'on appelait les néonicotinoïdes, de leur gentil nom, les néoniques. Mais il y en a plein d'autres pesticides systémiques parce que l'industrie, elle s'adapte. Donc, une fois qu'on en interdit un, elle va en faire un autre. Puis, ça prend 5 ans des biologistes pour prouver qu'il est mauvais. Fait qu'environ aux 5-10 ans, il y a des petits changements comme ça qui vont se passer. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est est-ce qu'il est systémique en soi? Ça, c'est la première chose à regarder parce qu'eux qui font le plus de ravages, même si tous les pesticides en soi, je ne suis pas la personne qui les encourage le plus. Donc, quand on dit systémique, c'est qu'on va enrober la semence de ce pesticide-là. Donc, lorsque la semence va germer, elle va absorber le pesticide en question. Et donc, toute la plante va devenir le pesticide jusqu'à la fleur. Donc, lorsque l'abeille va butiner la fleur, elle a une intoxication aiguë. Donc, c'est souvent mortel, très drastique pour elle. Par contre, aussi, la problématique des pesticides systémiques, mais de tous les pesticides en général, il y en a beaucoup qui sont liposolubles dans l'eau. Donc, ils vont, lorsqu'on les déverse,
dans les champs, il y en a toujours un peu trop et donc ceux-ci vont aller tomber dans les cours d'eau ou avec les précipitations s'accumuler dans les flaques d'eau. Et les abeilles ont besoin d'eau, donc elles vont aller boire cette eau-là. Et là, c'est ce qu'on appelle l'intoxication chronique. Donc, elles vont juste en boire un petit peu à la fois qui est très, très diluée dans l'eau. Donc, elles ne vont pas en mourir, mais tranquillement, mais sûrement, ça a un impact sur leur système nerveux parce que c'est comme ça que le pesticide agit. Et elles vont commencer à être désorientées, elles ne plus savoir où retrouver leur ruche. Et ça fait partie des hypothèses pour ce qu'on appelle le collapse disorder, l'effondrement des colonies. Donc, un apiculteur va ouvrir une ruche et tout à coup, il n'y a plus d'abeilles à l'intérieur parce qu'elles n'arrivent plus à retrouver leur chemin. Il y a les changements climatiques. Je pense qu'il n'y a personne ici que j'ai besoin de convaincre qu'ils existent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un impact direct avec les précipitations dans la quantité de nectar dans les fleurs, mais aussi la mortalité hivernale. On en parle beaucoup ces temps-ci. Donc, le fait qu'on a souvent maintenant des redoux au mois de février, les abeilles pensent que c'est le printemps et elles sortent de leur grappe d'hiver et à ce moment-là, elles vont sortir dehors et lorsqu'il y a tout à coup un moins 30 qui revient, bien, elles ne sont pas équipées pour faire face à ces changements-là, vu que ce sont des insectes à sang froid, et elles vont donc mourir subitement. Donc, ça fait beaucoup de pertes à ce niveau-là. Finalement, l'autre grand accusateur ces derniers temps dans les mortalités hivernales, c'est le varroa. Donc, le varroa, c'est un acarien qui est rendu dans toutes les ruches dans le monde. Donc, il n'y a quasiment pas d'exception, à part peut-être sur des petites îles vraiment éloignées. Par exemple, les îles de la Madeleine ont réussi pendant vraiment beaucoup d'années à ne pas avoir de varroa, mais il est arrivé il y a 2-3 ans, si je me souviens bien. Donc, celui-ci, c'est comme si on avait des moustiques qui étaient gros comme notre main et qui venaient, tu sais, là, dans la place dans le dos qu'on a de la misère à se gratter, bien, il vient se planter exactement là et tranquillement, il va boire l'intérieur de l'abeille. Donc, on le voit à l'écran. Pour les adultes, ça fait baisser leur espérance de vie sans les tuer, mais tu sais, ça les fatigue à la longue, c'est certain. Mais ce qui est le plus grave, c'est qu'ils aiment encore plus être au chaud dans le couvain. Et lorsqu'ils commencent à boire l'intérieur des larves, bien, ça fait des déformations à vie. Donc, les abeilles vont soit avoir une patte de moins, des ailes déformées ou quoi que ce soit qui fait en sorte qu'elles ne sont plus fonctionnelles pour la colonie. Et chaque abeille, comme je vous ai montré tout à l'heure, ont leur rôle important dans la colonie et c'est le tout qui fait que l'organisme est sain. Donc, lorsque tout à coup, toutes les jeunes abeilles sont déformées, bien, là, on ne peut plus nettoyer la colonie et là, il va y avoir plein d'autres maladies qui vont se développer. C'est la fin. C'est ainsi que malheureusement, le varroa va décimer nos colonies. Et finalement, celui que Miel Montréal s'attaque le plus en particulier, c'est la perte d'habitat qui est différente où qu'importe où on se retrouve. Donc, si on est à la campagne, c'est les monocultures agricoles. Donc, soit c'est une monoculture de plantes qui n'intéressent pas les abeilles, comme par exemple les graminées comme le maïs, le riz, l'avoine. Tout ça, ce n'est pas des plantes qui vont faire du nectar, qui ne vont pas nourrir les abeilles. Mais sinon, on leur impose des champs entiers, des hectares de canneberges, de bleuets, d'amandiers. Et ça, c'est comme si on nous imposait de manger du brocoli pendant des mois. À un moment donné, on tomberait malade, on aurait des carences. Bien, ça fait la même chose pour nos abeilles. Elles ont besoin d'avoir une diversité et ça leur fait un immense stress. Surtout que les plantes, ils ont toujours une floraison qui est limitée. Et ils font exprès pour s'assurer qu'on va polliniser la plante qui nous intéresse, de leur faire une disette avant et après pour s'assurer vraiment que lorsque la fleur ouvre, ils vont vraiment se pitcher sur elle. Donc, ça fait vraiment des très gros stress alimentaires pour elles. Et finalement, bien, en ville, on fait pousser du béton et du gazon. Deux autres choses qui ne sont pas très nourrissantes pour nos abeilles. Puis même quand on regarde, par exemple, le Mont-Royal, notre joyau vert, il est surtout plein de gazon aussi, malheureusement, et d'arbres. Et la plupart d'entre eux ne nourrissent pas nos abeilles. Donc, si au moins le lac des Castors, on le laissait plus proliférer en pissenlit et en trèfle, ça ferait toute la différence. Il y a un mouvement en ce moment pour faire changer ça, puis j'espère que ça va permettre justement d'améliorer le sort de nos abeilles urbaines. Donc, la question qui tue, c'est pour ça que vous étiez là aujourd'hui, maintenant que vous avez fait tout ce préambule, en sachant toutes les causes de déclin, est-ce que l'apiculture urbaine est selon vous une bonne solution aux abeilles? Oui, non, peut-être? Non, L'affaire, c'est qu'en effet, si on se dit que les causes du déclin, c'est les pesticides, la perte d'habitat, les changements climatiques et les parasites,
pourquoi l'apiculture urbaine serait une solution pour sauver les abeilles? C'est une mal-compréhension du problème, de la solution et de l'environnement. Parce qu'on fait juste ajouter plus d'abeilles dans un environnement qui n'est pas sain pour elles. Donc, c'est ce qu'on appelle maintenant le bee-washing, hein, dans toute la grande famille du greenwashing. Donc, de plus en plus, il y a des compagnies qui utilisent le capital de l'abeille pour montrer qu'ils sont environnementales en mettant des ruches dans leurs institutions. Mais malheureusement, comme je viens de le dire, ça ne sauve pas les abeilles en soi. Donc, Cheerios, c'est un bon exemple, hein, c'est même leur mascotte. Puis, bon, c'est gentil, ils nous envoient des semences de tournesol par la poste, mais on s'entend que ce qui sauverait vraiment les abeilles Cheerios, c'est que vous arrêtez de faire des monocultures d'OGM, de pesticides et de grandes distances de la même chose qui n'est pas nourrissant pour nos abeilles. Donc, si vous faisiez plus de prairies autour de vos champs et que vous mettiez moins de pesticides, là, je vous féliciterais davantage. Même chose pour des compagnies plus proches de nous comme Simons. Il y en a plein d'autres, puis je pense vraiment que ce n'est pas de la malveillance à la base, mais un problème d'éducation. Donc, ils vont vendre des chandails en coton biologique et qui disent que ça les aide à financer un projet pour les abeilles. Mais c'est quoi ce projet? C'est de mettre des ruches sur leur toit. Mais ce qu'ils devraient faire, c'est mettre cet argent-là, en faire des jardins pour les abeilles. Et là, je les achèterais leurs vêtements. Parce que l'affaire, c'est que ce mot s'est beaucoup passé, puis j'étais la première à embarquer à l'époque, il y a 10 ans de cela. On met des ruches en ville, on va sauver les abeilles. Mais ce mot s'est passé tellement rapidement que maintenant, on est rendu à plus de 2000 ruches sur l'île de Montréal. Et malheureusement, le nombre de jardins pour les pollinisateurs n'a pas augmenté de la même façon. Et donc, pour Miel Montréal, on a vraiment peur d'atteindre dans surtout certains quartiers de l'île, comme le plateau Mont-Royal, Rosemont-Petite-Patrie et le centre-ville, qui a un surplus de ruches qui fait en sorte qu'il y aurait une saturation. Malheureusement, il n'y a pas encore d'études qui le prouvent. Donc, nous, en ce moment, on utilise le principe de précaution. Donc, dans les quartiers où on voit qu'il y a beaucoup de ruches, on évite d'en mettre davantage. Parce qu'on voit des symptômes de saturation. C'est quoi ces symptômes-là? Bien, premièrement, il y a des symptômes qui sont plus difficiles à voir, mais que les biologistes sur le terrain commencent à voir. Par exemple, le fait que les abeilles sauvages aussi ne vont pas bien. Et une des raisons, c'est qu'il y a une compétition directe avec l'abeille à miel qu'on met dans nos ruches. Les productions de miel sont très basses ces dernières années parce qu'il manque de fleurs pour tout le monde. Et il y a même des incidents comme celui-ci. Donc, du miel bleu flash comme ça n'existe pas dans la vraie vie. Ce qui se passe, c'est que les abeilles ne trouvent tellement pas de fleurs à butiner qu'elles ont commencé à faire du dumpster diving. Donc, elles vont dans les poubelles d'usines à sucre, de bonbons, et elles vont prendre ces bonbons-là pour faire du miel artificiel avec. Ce qui est vraiment triste en soi, ce n'est pas ça le but à la base, hein, de faire des connexions avec les abeilles et de faire l'élevage de ruches. Donc, on enlève tout l'aspect naturel de l'élevage. Et finalement, celui qui est le plus présent en ville, qu'on remarque vraiment facilement à Miel Montréal, c'est le pilage. Donc, ce qui se passe, c'est que les ruches qui sont fortes, qui sont en bonne santé, vont aller voler le miel des ruches les plus faibles. Donc, quand tu ouvres une ruche en fin de saison, tu vas voir des abeilles se battre entre elles parce que les abeilles des autres colonies, qui n'ont pas la même odeur, donc qui se reconnaissent tout de suite, viennent vite chercher le miel des ruches les plus faibles, ce qui est vraiment triste en soi, puis ça les rend très agressifs et ça rend aussi le métier d'apiculteur vraiment moins plaisant. Donc, c'est quoi les solutions? Hein? Je ne vais pas vous laisser comme ça quand même. Alors, bien entendu, j'en parle indirectement depuis tout à l'heure, mais c'est faire des jardins. Plus qu'on met des fleurs bonnes pour les pollinisateurs, et mieux ça va aller. Et donc, éviter la saturation des ruchers, c'est quelque chose que Miel Montréal recommande. Une des alternatives, c'est par exemple faire des ruchers collectifs, donc se rassembler ensemble pour partager la ressource, au lieu de faire ça chacun dans notre coin de manière individuelle, un peu comme les jardins communautaires. Et bon, il y a un grand mouvement en ce moment de garder les pissenlits, donc au moins la première floraison, même le jardin botanique le fait maintenant depuis 2 ans. Donc, si le jardin botanique est capable de le faire, tout le monde devrait le faire. Donc, c'est magnifique en plus. Donc, ça permet de favoriser la diversité et d'éviter la compétition. Donc, oups, ça aussi, ça a moins bien sorti. Mais c'est quoi un bon jardin pour les pollinisateurs? Il faut penser à la couleur, mais il faut aussi penser aux périodes de floraison. Donc, il faut des fleurs qui fleurissent au printemps, à l'été et à l'automne. Et il faudra avoir des strates différentes. Donc, du couvre-sol aux herbacées
aux arbustes. Donc, ça recrée des habitats naturels où les petites abeilles indigènes peuvent aussi nicher sans aucun problème et se sentir en sécurité, puis qu'il y a de la nourriture pour tout le monde. Donc, ça, c'est un bel exemple. On voit plein de couleurs différentes. On voit aussi du vert. Ça veut dire qu'il y a des fleurs qui n'ont pas encore ouvert ou qui ont déjà ouvert. Donc, ça permet l'alternance de pollen et de nectar. Puis, c'est aussi magnifique. Donc, Miel Montréal a tout un programme de gardiens des pollinisateurs. On aide les gens à faire des jardins. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez sur notre site Internet pour en savoir plus. On a aussi notre quartier général qui est au Campus 1000, au projet éphémère. Donc, c'est là qu'on a une immense prairie mellifère et c'est là qu'on fait notre rucher école, où on apprend aux gens comment faire de l'apiculture responsable dans un environnement qui devrait être un environnement où il y a des ruches en ville. Puis, pas n'importe quelle plante, je ne l'ai pas dit encore, mais des plantes indigènes. En fait, les scientifiques, ce qu'ils démontrent, c'est qu'il faudra un minimum de 70 de plantes indigènes à nouveau dans nos plates-bandes, dans nos aménagements, pour retrouver des communautés saines. Et ça, ce n'est pas des entomologistes, des spécialistes d'insectes qui disent ça, ce sont des ornithologues, des spécialistes des oiseaux, parce qu'ils ont fait des études à travers le monde, puis ils ont vu là où les populations d'oiseaux sont les plus saines, c'est là où il y a 70 de plantes indigènes. Parce que quand il y a autant de plantes indigènes, il y a plein d'insectes indigènes, et ceux-ci sont la nourriture des oiseaux. Donc, tout est relié ensemble, encore une fois, et c'est ainsi qu'on va améliorer nos écosystèmes jusqu'à l'être humain. Donc là, c'est vraiment un exemple rapide de toutes plein de fleurs qui sont bonnes pour les abeilles. Donc, si vous en reconnaissez au moins une d'entre elles, que vous êtes comme « Ah oui, je l'ai » ou « Ah oui, la prochaine fois, je vais dans une pépinière, je vais l'acheter », bien ça fait la différence. Puis une facile, vraiment, c'est le trèfle ou simplement, pas tondre votre gazon, laissez-les proliférer. Je vous encourage aussi à aller voir notre charte de l'apiculture urbaine qui va vous expliquer en long et en large c'est quoi pour nous une apiculture urbaine saine. Et ainsi, ben vous allez, si vous êtes d'accord avec nous, de la signer. Comme ça, on crée un mouvement en conséquence. Donc, l'apiculture urbaine, c'est quoi pour moi qui devrait être une bonne apiculture? C'est quand on se soucie du bien-être animal, qu'on fait un bon choix d'emplacement, qu'on a une formation de base nécessaire pour être capable de reconnaître les maladies, de savoir si notre ruche est en santé, d'avoir une acceptabilité sociale, donc s'assurer que les voisins sont d'accord avec ça, et une cohésion avec la communauté. Puis, donc, ainsi s'assurer qu'il y a une sécurité pour tout le monde, autant pour les abeilles que les êtres humains. Donc, oui, l'apiculture urbaine a sa place, mais vraiment en termes d'éducation, en termes aussi de lien avec l'agriculture urbaine. Donc, plus que l'agriculture urbaine va profiler, plus il y aura de la place pour moi, selon moi, pour l'apiculture urbaine. Ça crée aussi des liens avec les apiculteurs ruraux. Donc, ce n'est pas pour rien que de plus en plus, on est concerné en ville par ce qui se passe en campagne. C'est faire un lien entre ce qui se passe ici et ailleurs. Et ça crée donc une communauté et des emplois intéressants. Donc, voilà. Nous, on utilise l'abeille domestique comme ambassadrice de l'environnement et ainsi, comme je fais avec vous aujourd'hui, vous éduquer sur l'importance en général de tous les pollinisateurs et de créer des habitats pour ceux-ci. Alors, l'approche Miel Montréal, c'est quoi? C'est pour qu'un projet apiculteur porte de sens, il faut de l'éducation, la mobilisation, des jardins et de l'apiculture responsable. Sur ce, je serai prête à répondre à vos questions. Donc, je vous remercie de votre écoute. Merci. Merci beaucoup, Marianne. Ça Vraiment fait plaisir. Super intéressant. Et puis, comme tu dis, ça passe beaucoup par, on parle d'éducation, mais d'information aussi, donc d'informer les gens, de comprendre les cycles de vie, de comprendre comment ça fonctionne. Ça nous aide à agir en conséquence, puis on ne peut plus poser les gestes de la même manière quand on sait. Alors, est-ce qu'il y a des questions ici, des commentaires, des interrogations, pousser plus loin la réflexion? Oui? Comment on peut identifier que du miel est biologique? Hein? C'est une très bonne question. Ça fait une belle réflexion avec l'apiculture urbaine parce qu'un miel urbain ne peut pas être certifié biologique. Parce que justement, on ne peut pas contrôler le voisinage, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur plate-bande. Donc, c'est pour ça que c'est impossible de certifier un miel biologique en ville, même si les lois de la ville de Montréal sont de plus en plus sévères pour empêcher la répartition des pesticides en ville. Reste qu'il y a plein de grandes industries, comme par exemple les cimetières, les golfs, qui ont encore leur permis de mettre des pesticides et c'est dur, en sachant qu'une abeille peut faire jusqu'à 7 km de diamètre, de trouver un endroit à Montréal où il n'y aura aucune de ces industries-là qui peut faire proliférer des pesticides.
Mais reste que c'est notre devoir comme apiculteurs urbains de sensibiliser notre voisinage au fait qu'on a des ruches. Moi, j'ai déjà des ruches qui sont décédées justement à cause d'un empoisonnement du cimetière qui était derrière mes ruches et je venais juste de commencer. Je n'avais pas réalisé que ça se faisait, mais après ça, je leur ai informé et ça les a scandalisés de savoir qu'ils avaient tué des ruches. C'était pas ça leur but, hein? Donc, tranquillement, eux-mêmes, ils ont changé leur pratique. Donc, c'est ça, ça a pris un sacrifice, malheureusement, pour se faire. On va essayer de l'éviter maintenant, puis maintenant prévenir ce genre de situation-là. Donc, quand on veut du miel bio, c'est clairement du miel qui vient de la campagne. Et eux, ils s'assurent ainsi que dans leurs 7 km, en fait, c'est 5 km officiellement dans la certification biologique, il faut qu'à 5 km, ils s'assurent que tous les agriculteurs des environs ne mettent pas de pesticides et donc soient bio, eux autres aussi. Et ça aussi, c'est de plus en plus difficile parce que de temps en temps, ça prend un été qu'un apiculteur change d'idée. Avant, il faisait du fourrage pour ses bovins. Puis là, tout à coup, il décide de commencer à faire du maïs OGM, par exemple. Et là, ben, c'est fini. Tu ne peux plus mettre tes ruches là. C'est aussi drastique que ça. Donc, c'est une bonne chose d'implanter des ruches et de sensibiliser autour de nous par Absolument. le fait même ou vice-versa. Exact. Puis, j'espère que vous réalisez donc que le miel biologique, c'est beaucoup de travail et de sensibilisation. Donc, c'est important de l'encourager parce que c'est dur pour eux de justement mettre des ruches à des endroits où ils peuvent le faire. Donc, c'est important de vraiment les encourager dans leur manœuvre. Puis bon, encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de se payer la certification bio. Donc, simplement parler au marché avec les gens qui vendent du miel, voir s'ils font de l'apiculture qui est écologique et responsable. En leur posant les questions avec tout ce que je viens de vous nommer, je pense que vous êtes bien armés maintenant à comprendre quel type d'apiculture est importante et donc les encourager parce que ce n'est pas facile. Et ça serait, je ne sais pas, peut-être que ça existe déjà, je pose la question, qu'il y ait des secteurs d'agriculture qui ne puissent pas changer d'idée justement d'une année à l'autre parce que là, ça a un gros impact de manière générale, même pour les autres producteurs autour. Il y a eu des mouvements, il y a beaucoup de mouvements avec la CAP, avec l'Union paysanne pour créer des zones sans pesticides. La Gaspésie fait partie des régions au Québec qui travaillent fort là-dessus, mais il n'y a aucune zone encore officielle de ce côté-là. Malheureusement, il y a des lobbies très forts. Oui, c'est dur à renverser, c'est dur à changer, mais on continue de travailler ensemble pour ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires par rapport à… Oui? Oui. Donc, de pousser sur l'habitat des abeilles en apiculture urbaine pour permettre aux ruches de survivre, aux abeilles de survivre. Oui, exact. Tu sais, moi, les gens, je suis rendue une péteuse de bulles professionnelle, malheureusement. Là. Les gens viennent me voir en me disant « Hey, Marianne, j'aimerais ça que tu m'aides à mettre une ruche. » Puis là, je suis comme « Wow, il y a plusieurs étapes avant. » Premièrement, est-ce que tu as regardé s'il y avait d'autres ruches dans ton entourage? Ça, c'est la première question à se poser. Il faut vérifier que dans un 5 km de diamètre, il n'y avait pas d'autres ruches. Et ça, est-ce qu'on a un plan pour ça? Je t'interromps un petit instant. Oui, okay. En fait, sur le site de Cultive ta ville, il y a les ruches qui sont enregistrées par le MAPAC. Malheureusement, encore une fois, ce n'est pas tous les apiculteurs urbains qui s'enregistrent au MAPAC. Il y a plusieurs petits rebelles. Et c'est dommage parce que quand tu t'enregistres au MAPAC, ça coûte 30 $. Sincèrement, là, ça ne coûte rien. Tu dois remplir. Ah, c'est 18 ça. 18 et 75. Merci, ça me coûte 30 $ parce que j'en ai trop. Ah ouais? Oh mon Dieu, c'est quoi le prix que je fais, moi? Ben, c'est bon. Qu'est-ce que je calcule? Ah, c'est ça. Voilà, je pense que c'est ça. En tout cas, bref, c'est pas très cher. Bref, c'est maximum 30 $ gang. Hein? Je pense qu'on est capable, mais tu as peut-être raison. Genre, on s'en reparle. Mais bref, ça coûte vraiment pas cher. Puis, ça te permet d'avoir l'accès à un vétérinaire. Si tu as des troubles dans ta colonie, tu leur envoies des échantillons. Puis, ils peuvent ainsi t'aider à éviter les maladies et les parasites. Donc, tu sais, sincèrement, c'est de la paperasse administrative, mais on est tous capables de la faire. Puis, avec ces données-là, on est capable de savoir si on est ruches en ville. Mais ce n'est pas tout le monde qui le font. Mais bref, au moins, on a une idée avec le site Cultive ta ville et en parlant avec le MAPAC. Et donc, s'il y a des ruches, je vous encourage à aller voir ces personnes-là en premier et peut-être seulement leur dire « Hey, tu sais, c'est quand même beaucoup d'ouvrages. Une ruche, il faut que tu l'ouvres aux 2 semaines, il faut que tu t'assures que tu es en vie. Si tu veux, j'aimerais ça apprendre avec toi. Ça te permet d'aller à tes fins de semaine, des fois, à ton chalet. Moi, je vais m'occuper de tes ruches pendant ce temps-là. » Donc, tu sais, il y a des choses comme ça que je pense qu'il faut recommencer à mieux mutualiser nos ressources, dont nos abeilles. Puis là, j'ai perdu la question. Ah oui, les habitats.
Puis, donc, en effet, donc après avoir vérifié ça, bien, est-ce que tu as assez de fleurs? Hein? Est-ce que tu as ton 8 hectares de trèfle pour chacune de tes ruches? Je pense qu'il n'y en a jamais assez. Donc, même si tu dis, ah oui, là, j'ai 5 pommiers qui sont fleurs, c'est cool, mais les pommiers, ils finissent de fleurir en ce moment-là. Donc, c'est super pour commencer la saison, mais il faut que tu t'assures après ça que tu aies d'autres fleurs aux alentours. Donc, qu'importe à quel point tu as des fleurs, mets-en toujours plus. Et après ça, fais une formation. À Miel Montréal, on fait des formations. On fait API 101, qui est une session de 8 cours sur l'apiculture urbaine, qui est purement théorique. Et là, tranquillement, on espère, avec le calme de la pandémie, on va recommencer à faire notre rucher école. Donc là, après avoir fait API 101, il faut l'avoir fait en premier. On peut venir au rucher école, apprendre à manipuler les ruches tout doucement. Puis, il y a toujours des stages aussi. Il y a plein d'apiculteurs partout au Québec qui cherchent des gens pour les aider durant l'été. Donc, c'est la meilleure façon d'apprendre. C'est comme ça que j'ai appris vraiment la base. Puis, je crois que tout le monde doit passer par là. Comme quand tu vas apprendre à faire de l'agriculture, il n'y a rien de mieux que de donner un coup de main à ceux qui le font concrètement et ils vont échanger leur savoir en échange. Vraiment, absolument. Mais je crois que ça met fin. Oui, il y a une autre question. Pourquoi on produit autant de miel? C'est une excellente question. Donc, les abeilles domestiques, là, donc celles qu'on a encouragées justement à la base, elles font du miel. Donc, les abeilles à miel, c'est pour plusieurs raisons. Je l'ai dit, ça prend 10 grammes de miel pour faire 1 gramme de cire. Donc, elles doivent en manger pas mal de miel pour s'assurer. C'est pour nourrir toute la colonie, puis ça leur fait des réserves durant l'hiver lorsqu'il n'y a pas de fleurs. Parce que les abeilles à miel, elles sont pérennes, hein? Elles ne meurent pas l'hiver. Ce qu'elles font, c'est qu'elles font un peu comme les manchots empereurs, mais version ruche. Donc, elles tournent en rond dans la colonie et elles mangent du miel. C'est tout ce qu'elles font pour se réchauffer. Puis la reine est au milieu, elle ne pond pas, elle fait juste se faire nourrir. La gelée royale est faite en partie avec du miel. Donc, le 3/4 des produits de la ruche, il y a du miel quelque part dedans. Donc, ça, c'est beaucoup déjà de création. Et en plus, vu qu'on la domestique depuis l'Égypte ancienne, il y a une sélection artificielle qui s'est créée avec l'être humain. Et là, elles sont rendues habituées à ce qu'on leur en prend. Donc, elles en font plus qu'avant, en sachant qu'on leur en pique une partie. Puis là, c'est une autre raison qui est différente, le miel bio et le miel industriel, si vous voulez. C'est que le miel bio, ça fait partie de la certification. Allô? De calculer le nombre de miel qui est nécessaire à la survie de la colonie. Donc, on ne leur enlève jamais tout leur miel. On calcule, on leur laisse ce qui est nécessaire pour qu'elles survivent à l'hiver et on prend juste le surplus. Alors que le miel industriel, ils enlèvent tout et le remplacent par du sirop. Je ne dis pas que l'apiculture biologique ne met pas de sirop parce qu'il y a des raisons au sirop, mais c'est fait de manière plus calculée et de manière à s'assurer d'une bonne survie des abeilles tout en respect. Oui, bien ça, c'était une de mes questions d'ailleurs, de me dire, oui, c'est super, on vend ça comme des super aliments, manger du pollen, manger de la gelée royale pour votre santé, mais là, je me dis, est-ce que c'est au détriment des communautés d'abeilles? Exact. Bien, il faut le faire avec énormément de respect. Tu sais, moi, à chaque fois que je mange une cuillère de miel, je me dis que je mange le travail de 8 ouvrières. Hein, c'est vraiment ça. Une ouvrière dans toute sa vie fait le 1/8 d'une cuillère à thé de miel. Donc, je célèbre chaque cuillère de miel que je consomme. Même chose avec le pollen que des fois je vais acheter. J'essaie de le prendre le plus frais possible puis que c'est vraiment quelque chose que je vois comme quelque chose d'extrêmement précieux. Et donc, il faut utiliser avec parcimonie et respect. Donc, le 3/4 de tasse de miel dans mon pain aux bananes pour remplacer le sucre traditionnel, c'est peut-être pas un bon choix. Oui, c'est vrai, exact. C'est ça. Excellent. Ouais. Bon, bien, oui, il y a une autre question. On va y aller avec une dernière question. Oui. 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 Oui, c'est mitigé l'utilisation de l'emballage à la cire d'abeille. Ben, ça dépend beaucoup de comment récolter ta cire, en fait. Donc, c'est se poser ces questions-là parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la cire, il y en a partout. Donc, une des cires qui est un peu gaspillée, c'est l'acide de percule. Donc, quand on récolte le miel, il y a toujours de la cire qu'on enlève. Donc, ça, c'est la cire qu'on pourrait toujours utiliser sans aucun problème. Là, on évite un gaspillage, en fait. Là, ce qui est plus problématique, c'est qu'on détruit des cadres complets pour que les abeilles les rebâtissent. Et là, ça crée beaucoup d'énergie pour elles.
Donc, moi, ce que je fais, c'est à chaque fois que tu nettoies une ruche, tu enlèves de la cire. Et donc, si tu t'assures que ta cire, le plus possible, tu l'assures que de toute façon, elle est ôtée, ça va. Puis après ça, ben, si par exemple, elle est certifiée biologique, il y a dans les charges pour s'assurer de ne pas faire d'abus, justement. Donc, c'est ce genre de procédure-là qu'il faut se questionner quand on utilise la cire d'abeille, comme n'importe quoi. Donc, toujours vérifier, s'assurer de le consommer de manière respectueuse et pas en abondance non plus. Là, hein? Oui, c'est ça. Les ressources sont limitées. Puis comme tout en environnement, hein, il y a une partie systémique dans le sens que reste que les emballages que tu fais, c'est nettement plus écologique que continuer à acheter du plastique et ainsi garder nos écosystèmes plus sains. T'sais, tout est dans tout. Il faut garder ça aussi dans cette vision plus globale. Là. Parfait. Mais merci beaucoup encore une fois, Marianne, de chez Miel Montréal. Alors, pour la suite de la journée mondiale des abeilles, on continue à avoir des activités à la Maison du développement durable. Il y a des ateliers de fabrication d'emballages à la cire d'abeille, justement avec Evelyne, des emballages Be Sustainable. Donc, inscrivez-vous en ligne, venez nous voir de manière impromptue à la Maison du développement durable. Merci à Hydro-Québec, partenaire principal de notre programmation à la Ville de Montréal. Et pour les personnes en ligne et même celles qui se sont inscrites via notre billetterie, vous recevrez un résumé site web de la présentation de Marianne avec toutes les informations et un sondage de satisfaction. Donc, un grand merci tout le monde et bonne journée de l'abeille.